Monsieur Montreuil, la voix de Madame Perrier, la gouvernante, interrompit ses pensées sombres. Vous avez un appel important de France concernant le projet de Lyon. Laurent hocha la tête mécaniquement, jetant un dernier regard vers le jardin avant de se diriger vers son bureau. En traversant le couloir, il s'arrêta devant la photo encadrée de sa défunte épouse, Éléanore. « Tu saurais quoi faire » murmura-t-il. « Tu l'as toujours su. » Lors de la réunion avec les investisseurs ce même après-midi, Laurent avait l'esprit ailleurs, songeant sans cesse à la scène du jardin. De retour chez lui, Madame Perrier l'attendait, visiblement inquiète. « Monsieur, la professeure de piano de Camille a appelé. Elle a manqué son 3e cours consécutif. »« Comment ça ? Ce n'est pas l'infirmière qui l'a emmenée ? » ?»« Camille a refusé d'y aller, monsieur, » répondit la gouvernante, hésitante. « Elle a dit qu'elle détestait le piano maintenant, parce qu'elle ne peut plus voir les touches. » Laurent sentit le poids de la culpabilité s'alourdir encore. Hélène avait été pianiste, et Camille avait toujours adoré ses cours. Cette nuit-là, incapable de dormir, Laurent descendit à la cuisine pour chercher un verre d'eau. Il fut surpris d'entendre des voix venant du jardin. En s'approchant discrètement de la porte arrière, il vit Marcus assis au bord de la fontaine avec Camille, bien après les heures de travail. « Mon père ne m'aime plus depuis que je suis devenu aveugle », disait-elle avec une certitude qui brisa le cœur de Laurent. « Il ne peut même pas rester dans la même pièce que moi. »« Ne dis pas ça, petite », répondit Marcus d'une voix ferme mais douce. « Parfois, les adultes ne savent pas comment gérer la douleur, surtout celle liée aux personnes qu'ils aiment le plus. »« Tu as déjà perdu quelqu'un que tu aimais ?» demanda Camille. Un long silence s'installa avant que Marcus ne réponde. « Oui, ma fille, Zoé. Elle avait presque ton âge. » Laurent resta figé. Quelque chose dans la voix de Marcus ou une douleur profonde, familière l'immobilisa dans l'ombre. « Qu'est-ce qui lui est arrivé ?» demanda Camille. Elle était malade. Une leucémie. Nous nous sommes battus pendant 3 ans, mais... Marcus inspira profondément. Ce que j'ai compris, Camille, c'est que le temps que l'on a avec ceux qu'on aime est bien trop précieux pour être gaspillé dans la peur. Laurent recula, silencieux comme une ombre, avec le sentiment que son monde s'écroulait à mesure qu'il prenait conscience de la vraie nature de son comportement. Ce n'était pas de la protection, mais de la lâcheté. Et tandis qu'il montait les escaliers vers sa chambre vide, une question le hantait. Quel genre d'homme abandonne sa propre fille au moment où elle a le plus besoin de lui, alors qu'un étranger, lui-même brisé par le chagrin, trouve la force de lui offrir du réconfort? Ce que Laurent ignorait, c'est que Marc Jouvet n'était pas seulement un simple maçon au cœur généreux. Son histoire était bien plus complexe que ce que quiconque dans ce manoir aurait pu imaginer. Et les vérités qui allaient émerger dans les semaines à venir allaient bouleverser à jamais le destin de tous ceux qui y étaient liés. Si cette histoire de culpabilité, de rédemption et de liens improbables vous a touché, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour découvrir comment la rencontre entre ces 2 hommes brisés par la vie, mais unis par l'amour pour la même petite fille, déclenchera une série de révélations que personne n'aurait pu prévoir. Dans les jours suivants, Laurent intensifia son enquête sur Marcus. Il engagea discrètement une société spécialisée et une pratique courante dans ses affaires. « Je veux tout savoir sur lui, en particulier sur cette fille dont il a parlé », ordonna-t-il par téléphone, sans quitter des yeux l'écran de contrôle des caméras de surveillance du jardin. Il observait Marcus et Camille à travers les images. Le maçon faisait preuve d'une patience remarquable, transformant le jardin en un espace sensoriel pour la petite, lui apprenant à identifier les plantes par le toucher et l'odorat, décrivant les couleurs à l'aide de comparaisons adaptées. « Ce rouge, c'est comme la chaleur du soleil sur ton visage un après-midi d'été », entendit Laurent pendant que Camille caressait une rose. La justesse de la description le laissa sans voix. Le rapport arriva 3 jours plus tard. Laurent ouvrit l'enveloppe avec des doigts tremblants. Marc Jouvet, 42 ans, diplômé avec mention en ingénierie civile, marié à Amélie Dubois, décédé d'un cancer. Père de Zoé Johnson, morte d'une leucémie à l'âge de 7 ans. Après ces pertes successives, il abandonna sa carrière prometteuse.
Une source proche affirme qu'il avait besoin de faire quelque chose de ses mains pour ne pas devenir fou. Il débuta comme assistant jardinier et finit par se consacrer au bâtiment. Laurent recula, abasourdi. Marcus n'était pas qu'un maçon. C'était un ingénieur, capable de diriger des projets entiers. Comment pouvait-il encore sourire après avoir tout perdu? Ce soir-là, pour la première fois depuis l'accident, Laurent entra dans la chambre de Camille pendant qu'elle dormait. Hésitant, il lui caressa les cheveux, le premier vrai geste de tendresse depuis presque 2 ans. Le lendemain matin, il fit quelque chose d'inattendu, il annula 3 réunions importantes et prépara un pique-nique. Camille descendit pour le petit déjeuner et le trouva qui l'attendait. « J'ai pensé qu'on pourrait passer la journée ensemble, dans le jardin, peut-être. » La surprise sur le visage de la fillette fut suivie d'un sourire éclatant. « Vraiment, papa? Tu n'es pas trop occupé? » Cette question innocente le brisa intérieurement. La journée commença dans un certain malaise. Ils s'installèrent près de l'endroit où travaillait Marcus. Lorsque le maçon apparut, il fit mine de s'éloigner. Camille reconnut ses pas et l'appela. « Mon papa est avec moi aujourd'hui. Viens le rencontrer. » Les 2 hommes échangèrent un regard lourd de sens tacite. Dans les semaines qui suivirent, une nouvelle routine s'installa. Laurent observait, tentant de comprendre comment un homme ayant tant perdu pouvait encore tant donner. Un après-midi particulièrement doux, il s'approcha de Marcus. « Comment fais-tu » demanda-t-il, la voix empreinte d'une vulnérabilité à fleur de peau. « Comment peux-tu être aussi présent pour ma fille, alors que moi, son propre père, je ne peux même pas la regarder sans m'étouffer de culpabilité ?» Marcus suspendit son travail. « Quand Zoé était en train de mourir, elle m'a fait promettre quelque chose. Papa, promets-moi que tu continueras à voir les couleurs. » À ce moment-là, je n'ai pas compris. Il regarda Camille assise près de la fontaine. « Votre fille est vivante, monsieur Montreuil. Elle a besoin que vous voyiez ses couleurs, pas seulement sa cécité. » Ces mots frappèrent Laurent comme un éclair. Pendant 2 ans, il n'avait vu que le handicap, pas l'enfant pleine de vie. Le lendemain, un événement inattendu se produisit. Dans son bureau, Laurent reçut une enveloppe anonyme. À l'intérieur, un dossier médical et un mot. « Vous devez connaître la vérité sur le médecin qui a traité votre fille. » Le dossier contenait de graves accusations contre le docteur Bonnet, le neurologue qui avait déclaré la cécité de Camille comme permanente. Apparemment, ce médecin avait des antécédents de diagnostic hâtif et de traitements inadaptés, et avait été transféré discrètement d'un hôpital à un autre grâce à des accords de confidentialité. Laurent sentit un frisson glacial lui parcourir le corps. Et si la cécité de Camille n'était pas irréversible? Et s'il y avait eu une possibilité que le docteur Bonnet ait ignorée? Un nom attira son attention dans le dossier, Zoé Johnson. Diagnostic erroné de leucémie en phase terminale. L'enveloppe lui échappa des mains. Les connexions commencèrent à se former dans son esprit, une toile inquiétante reliant l'accident de Camille, la mort de Zoé, et la présence de Marcus dans leur vie. Soudain, la coïncidence qui avait mené Marcus jusqu'à son jardin semblait bien différente. Était-il possible que cet homme, qui avait perdu sa fille à cause du même médecin, soit là par vengeance? Ce soir-là, en rentrant chez lui, Laurent oscillait entre l'espoir et la peur. Que voulait vraiment Marcus? Pourquoi s'était-il tant rapproché de Camille? Et pourquoi avoir envoyé ce dossier de manière anonyme? Les réponses étaient plus proches qu'il ne le pensait, et allaient dévoiler une sombre conspiration remettant en question tout ce qu'il croyait savoir sur la loyauté, la justice, et la véritable nature de la vengeance. La lune décroissante éclairait faiblement le bureau de Laurent alors qu'il tapait furieusement sur son clavier, absorbé par une enquête qu'il avait consumée depuis 72 heures. Des pages et des pages de dossiers médicaux, de rapports financiers, de photographies fanées couvraient le bureau en acajou. Au centre, une photo de Marcus avec une petite fille, sa fille défunte, Zoé. Les mêmes anomalies dans les examens, le même neurologue, le même traitement expérimental raté, murmura Laurent en reliant les points formant un schéma troublant. Le matin venu,
Laurent convoqua une réunion urgente avec ses avocats de confiance. Je veux tout savoir sur le docteur Bonnet. Je veux chaque centime entré et sorti de ses comptes au cours des 10 dernières années. Je veux savoir qui le protège. Alors que les avocats quittaient la pièce, Laurent resta là, regardant le jardin où Camille s'entraînait à reconnaître les fleurs par le toucher, guidé par la voix calme de Marcus. Sa proximité ne le dérangeait plus, elle l'effrayait désormais. « Monsieur, Marcus est en ligne 2. Il dit qu'il doit vous parler d'urgence », annonça sa secrétaire. La voix de Marcus était tendue. « Monsieur Montreuil, je dois annuler le travail prévu demain. J'ai un rendez-vous médical important pour Camille. » « Camille ? Pourquoi emmenez-vous ma fille chez le médecin ?» demanda Laurent, un frisson lui parcourant l'échine. Un silence funèbre s'installa au bout du fil. « Je pense que nous devons parler en personne ce soir, une fois que Camille sera couchée. » Le reste de la journée se déroula dans un brouillard. Laurent annula toutes ses réunions et rentra chez lui, où il trouva Camille et Marcus dans le jardin, échangeant des histoires comme à leur habitude. En les observant, Laurent ne savait plus distinguer l'innocence de la manipulation. Les intentions derrière la gentillesse de Marcus lui paraissaient désormais troubles et menaçantes. Lorsque Camille s'endormit enfin, Marcus l'attendait dans le bureau. Sans détour, il posa un dossier sur la table. « Je crois que vous avez déjà reçu des informations similaires », commença l'ouvrier, le visage figé dans une expression de douleur contenue. « C'est moi qui ai envoyé la première enveloppe. Je voulais savoir si vous étiez suffisamment lucide pour voir ce qui se passe. »« Et que se passe-t-il exactement, Monsieur Johnson ?» demanda Laurent d'une voix glaciale. Marcus ouvrit le dossier. « Le docteur Bonnet n'est pas seulement incompétent. C'est un criminel. Il mène des expériences non autorisées, diagnostique à tort des patients pour les inclure dans ses protocoles. Miso n'avait pas de leucémie. Elle souffrait d'une maladie curable qui a été volontairement mal diagnostiquée. Et Camille, votre fille, n'est pas aveugle de façon permanente. Sa condition peut être inversée avec le bon traitement. » Marcus inspira profondément. « Monsieur Montreuil, votre fille et la mienne ont été victimes du même homme. » Le choc frappa Laurent comme un éclair. « Pourquoi ne pas être allé à la police ? » « J'ai essayé. » Le rire amer de Marcus résonna dans la pièce. « Le docteur Bonnet est protégé par des gens puissants. J'ai des preuves, mais il me faut quelqu'un ayant les ressources nécessaires pour l'exposer. Vous vous êtes donc rapproché de ma fille pour me manipuler ? » accusa Laurent, la colère montant. « Non. » Les yeux de Marcus brillaient d'intensité. « J'ai cherché ce poste parce que je savais que votre fille avait été sa patiente, mais je me suis rapproché de Camille parce que... » Sa voix se brisa. « Parce qu'elle me rappelle Miso. Et parce qu'aucun enfant ne devrait traverser ce que nos filles ont enduré. » Laurent regarda l'homme en face de lui, partagé entre méfiance et espoir. « Je ne vous demande pas de me faire confiance, » reprit Marcus. « Je vous demande de faire confiance aux preuves, » dit-il en glissant un autre dossier sur la table. « J'ai réussi à contacter la docteure Elisa Vanier, spécialiste en neurologie ophtalmique. Elle a revu les examens de Camille et a confirmé, un traitement existe. Mais nous devons la protéger du docteur Bonnet. Il ne doit pas savoir que nous enquêtons. Pourquoi ? Parce que Camille n'est pas la seule. Il y a d'autres enfants. Et je crois que Bonnet est sur le point de lancer une nouvelle phase d'expérimentation. » Marcus hésita. « Il y a quelques années, j'ai tenté de m'opposer à lui. Une semaine plus tard, Zoé a eu une complication inattendue. 2 jours plus tard, elle était morte. » L'air se glaça entre les deux hommes. L'accusation que Marcus venait de révéler était si monstrueuse qu'elle défiait l'entendement. Un médecin respecté, blessant délibérément des patients pour faire avancer ses recherches. « J'ai besoin que vous emmeniez Camille consulter la docteure. Claire Vanier demain, » dit Marcus. « Elle a accepté de nous recevoir discrètement. Si nous confirmons que Camille peut retrouver la vue, nous ferons bien plus, » l'interrompit Laurent, une détermination farouche allumant son regard.
Si ce que vous dites est vrai, nous détruirons Bonnet et tous ceux qui le protègent. Le plan prit forme au fil de la soirée. Laurent mobiliserait ses ressources, ses contacts dans les médias, des détectives privés, des avocats d'élite. Marcus apporterait ses connaissances minutieusement collectées au fil des années de recherche solitaire, y compris les noms d'autres familles touchées. Le lendemain, sous prétexte d'une sortie familiale, Laurent emmena Camille à la discrète clinique de la docteure Claire Vanier. L'examen fut complet, mais il confirma l'impensable. La cécité de Camille était réversible. Le diagnostic initial avait été, au mieux, d'une incompétence grave, au pire, volontairement falsifiée. En sortant de la clinique, Laurent prit la main de sa fille avec une détermination renouvelée. Ce qui avait commencé comme un doute s'était transformé en une mission partagée. Deux pères, un milliardaire blanc et un ouvrier noir, tous deux brisés par la même force maléfique, désormais unis par un objectif commun, obtenir justice pour leur fille et protéger les enfants qui pourraient encore devenir victimes. Ce que le docteur Bonnet ne pouvait imaginer, c'est que pendant qu'il poursuivait tranquillement sa luxueuse routine médicale, une tempête implacable se formait à l'horizon, une tempête qui ne laisserait aucune pierre intacte dans son empire soigneusement bâti sur le mensonge. Le tribunal gardait un silence de plomb tandis que le docteur Thibaut Garnier était escorté, menotté, hors de la salle d'audience. Son empire de mensonges s'était effondré en quelques heures, mis à nu par l'alliance improbable entre Laurent Montreuil et Marc Jouvet. Ce n'est que le début, annonça la procureure. Les enquêtes ont déjà identifié plus de 40 enfants affectés par les diagnostics frauduleux du docteur Thibaut Garnier. À la sortie du tribunal, les journalistes entourèrent Laurent et Marcus. Camille, serrant fermement la main des deux hommes, arborait un sourire serein. Ses yeux, autrefois vides, suivaient désormais les mouvements autour d'elle avec une précision croissante. « Monsieur Montreuil, comment avez-vous découvert la fraude ?» demanda une journaliste. « La vérité trouve des chemins inattendus », répondit Laurent en échangeant un regard lourd de sens avec Marcus. « Parfois, il faut tout perdre pour comprendre ce qui compte vraiment. » 3 mois plus tard, lors d'une cérémonie discrète, la Fondation Zoé ouvrit ses portes. Le centre de soins, construit en un temps record grâce aux fonds de Laurent, accueillait déjà 15 enfants faussement diagnostiqués par Thibaut Garnier. « Nous ne voulions pas seulement la justice », expliqua Marcus lors de l'inauguration. « Nous voulions transformer cette douleur en quelque chose qui puisse sauver d'autres familles. » La docteure Claire Vanier, devenue directrice médicale de la Fondation, avait adapté le protocole expérimental de Thibaut Garnier. Ironiquement, ces recherches auraient pu sauver d'innombrables vies, dont celle de Zoé, si elles n'avaient pas été motivées par la cupidité. Camille, dont la vue s'améliorait semaine après semaine, était devenue le visage de la Fondation. Son histoire inspirait d'autres familles à demander un second avis médical et à remettre en question les diagnostics apparemment définitifs. Pendant ce temps, l'empire financier de Thibaut Garnier s'écroulait. Les hôpitaux partenaires faisaient face à des poursuites colossales. Les collègues qui avaient couvert ses agissements furent inculpés. Le système qui avait protégé sa négligence pendant tant d'années se retournait désormais contre lui. Transformé par l'expérience, Laurent réorganisa totalement ses priorités. L'entreprise de construction Montreuil, autrefois centrée exclusivement sur le profit, consacrait désormais 30% de ses projets à des hôpitaux pour enfants et des centres de recherche médicale. Camille m'a appris qu'on peut avoir les yeux ouverts sans voir ce qui est essentiel, confia-t-il lors d'une rare interview. Par un après-midi particulièrement marquant, alors que Camille jouait avec d'autres enfants dans le jardin de la Fondation, Laurent trouva Marcus observant la scène, les yeux embués. « So aurais-tu 11 ans aujourd'hui » dit l'ancien maçon. Laurent acquiesça en silence. Après un moment, il demanda. « Penses-tu que nous avons fait justice ?» Marcus regarda les enfants jouer. La justice est différente de la vengeance. La vengeance, c'est détruire Thibaut Garnier et s'arrêter là. La justice, c'est s'assurer que son mal ne se reproduise pas. Tu sais ce qui me hante le plus ? Poursuivit Laurent. Si ce n'était pas pour toi, je n'aurais jamais découvert la vérité. J'aurais passé le reste de ma vie éloigné de ma propre fille,
croyant que son état était irréversible. Et si ce n'était pas pour toi, répondit Marcus, je n'aurais jamais pu démasquer Thibaut Garnier. Ma voix seule n'aurait pas suffi. Cette semaine-là, la fondation accueillit une enfant spéciale, Emma Villeneuve, 7 ans, diagnostiquée avec la même maladie que Camille. Ses parents, sans moyens pour payer un traitement privé, avaient perdu espoir, jusqu'à ce qu'ils découvrent un reportage sur la fondation Zoé. On sait toujours quand un enfant retrouve la vue, expliqua la docteure Claire Vanier en observant Emma lors de sa première consultation. Il y a un moment où les yeux commencent à suivre le monde, et soudain, ils brillent de reconnaissance. Un an après le procès de Thibaut Garnier, le jardin de la fondation Zoé fut le théâtre d'une célébration spéciale. Camille, ayant presque entièrement retrouvé la vue, soufflait les bougies de son gâteau d'anniversaire. À ses côtés, Emma et d'autres enfants guéris l'applaudissaient. Laurent, en les observant, réalisa que sa propre cécité s'était guérie autant que celle de Camille. Avant l'arrivée de Marcus dans sa vie, il ne faisait qu'amasser des richesses, coupé du lien humain, caché derrière des murs de privilèges. Il existe une cécité pire que la physique, lui confia Marcus. C'est celle de ceux qui ne voient que l'argent, le statut et le pouvoir. Sur le mur principal de la fondation, une plaque simple affichait un message fort. À la mémoire de Zoé Johnson, qui nous a appris à voir au-delà des apparences. Et ainsi, d'une tragédie partagée, naquit une alliance improbable qui transforma des vies et redéfinit le sens de la famille, prouvant que les liens les plus forts ne sont pas forcément de sang, mais forgés par la compassion, un but commun et la conviction que nos différences sont insignifiantes face aux valeurs qui nous unissent.